Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Colonel Robardet, bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Donc, colonel, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, dans quelles conditions, dans quelles circonstances vous avez été amené à travailler au Rwanda? Oui, bien sûr. Donc, en 1990, j'étais officier supérieur de gendarmerie, grade de chef d'escadron à la direction générale de la gendarmerie, où c'était pour moi un poste charnière. J'avais commandé plusieurs unités élémentaires de gendarmerie, une compagnie départementale, une section de recherche. Et j'étais dans ce poste d'état-major qui, si je l'avais choisi, cette route, m'aurait amené à des responsabilités supérieures au sein de la gendarmerie, enfin, après avoir fait l'école de guerre, après avoir dirigé des bureaux au sein de l'administration centrale. Mais ce n'est pas exactement ce que je souhaitais. Je souhaitais travailler sur le terrain. Je voulais faire une carrière pratique de commandement sur le terrain d'unité. Il est apparu qu'en avril 90, le président Habyarimana était venu en France faire une visite d'État à laquelle vous avez dû participer, monsieur l'ambassadeur, j'imagine. Et vous avez observé que le président Habyarimana, dès le mois d'avril 90, j'ai plus les dates exactes en tête, avait souhaité réformer son système de police judiciaire et avait demandé à la gendarmerie, qui conseillait la gendarmerie rwandaise, de lui envoyer un officier ayant commandé une section de recherche précisément pour revoir toutes les unités de gendarmerie dans le domaine de la police judiciaire. Alors, je me suis porté volontaire pour cette mission. C'était une façon pour moi de retourner sur le terrain après 3 années passées en état-major. Et ma candidature a été agréée et je suis arrivé à Kigali le 20 septembre 1990, une dizaine de jours avant la guerre. Bien, justement, puisque vous avez parlé de moi, je précise qu'en avril, je n'étais pas encore à Paris. Je n'étais encore qu'un modeste ambassadeur auprès de l'Organisation de l'Unité africaine et auprès de l'Éthiopie et du Soudan à Addis Abeba. Mais effectivement, quand vous êtes arrivé au Rwanda, j'étais déjà nommé ambassadeur à Paris, sauf que je n'étais pas encore en poste. J'étais encore entre Addis Abeba, Kigali et Paris. Donc, nos chemins se sont croisés en ce moment-là. Nous sommes arrivés en fonction. Continuer à parler de vos fonctions au Rwanda et puis on verra plus tard. On entrera en matière après. Pour l'instant, on reste à l'itinéraire. Alors, mes fonctions au Rwanda mon poste était à l'état-major de la gendarmerie, au bureau G3, comme conseiller technique, police judiciaire. Il y avait au-dessus de moi, dans la hiérarchie française, il y avait un colonel lieutenant-colonel qui était chef du détachement gendarmerie et qui était lui-même auprès du chef de l'attaché militaire, le chef de la mission militaire d'assistance technique qui faisait fonction d'attaché militaire auprès de l'ambassade de France. Donc j'étais assez loin dans la hiérarchie de gendarmerie au Rwanda à cette époque-là. Et mes fonctions étaient de conseiller les unités de police judiciaire et singulièrement ce qu'on appelait à l'époque le fichier central, qui avait une réputation dont on pourra parler par la suite, et qui était la seule unité compétente au niveau national en police judiciaire, qui était la seule unité à faire la police judiciaire. La police judiciaire était curieusement organisée au Rwanda à cette époque. Elle était dévolue à la gendarmerie, bien entendu, qui tenait l'ensemble du territoire, mais il y avait aussi quelques inspecteurs de police judiciaire qui dépendaient directement des magistrats. Et ça faisait un ensemble assez hétéroclite qui travaillait, j'allais dire, par subsidiarité en quelque sorte. Il ne se prenait pas en compte toutes les plaintes et tous les délits,
Et il laissait beaucoup les maires, les conseillers, les chefs de cellule du MRND, les municipalités opérer une justice traditionnelle qu'on découvrira par la suite comme étant gacaca et qui consistait, outre les gacaca, à régler les litiges par, j'allais dire, par entente entre les différents partenaires de cette affaire, sous l'autorité des maires, des conseillers municipaux et des représentants du parti unique. Alors, vous êtes arrivé donc à la veille de la guerre, en fait. J'arrive à la veille de la guerre. Alors, ça ne simplifie pas les choses, puisque le temps que j'arrive, que je fasse le tour des autorités, que je me présente, que je m'habille, puisqu'on travaillait en uniforme rwandais, je n'en avais pas avant d'arriver, bien évidemment, etc. Je n'avais pas véritablement pris mes fonctions le 1er octobre, au moment où la guerre s'est déclenchée. Et l'attaché de défense, donc, qui était un officier de gendarmerie aussi, le colonel Galinier, s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile parce qu'il avait un tout petit poste. Le poste d'attaché de défense à Kigali en 90, c'était le colonel et un adjudant secrétaire. Et il s'est vu brutalement accroître ses fonctions et ses missions de manière exponentielle avec l'arrivée de l'opération Noroît, avec l'arrivée de la guerre et tous les problèmes que ça a pu lui poser. Et donc, il a décidé de s'adjoindre, si je puis dire, ma modeste personne, puisque j'arrivais dans l'état-major parisien. J'étais censé savoir ce dont les Parisiens avaient besoin et pouvoir l'aider dans cette mission difficile. Donc, je n'ai pas pris mes fonctions au sein de la gendarmerie avant un certain temps dont on pourra parler tout à l'heure. Et je suis resté l'adjoint ou l'officier supérieur adjoint ou le super chef secrétaire, comme on voudra, de l'attaché de défense, ce qui m'a donné une position privilégiée, puisque le colonel Gallier m'a fait l'amitié de travailler en totale osmose avec moi, de me laisser entendre tout ce qui se passait dans son bureau, de me laisser voir tout ce qui était écrit, tout ce qui arrivait ou tout ce qui partait de son bureau, ce qui m'a permis de m'instruire assez vite, puisque mes connaissances du Rwanda, à l'arrivée, étaient quand même assez limitées. Et en arrivant à Kigali, vos collègues ou supérieurs immédiats, directs, ils ne se doutaient pas du tout que quelques jours après, le Rwanda serait envahi, serait attaqué par des rebelles. Alors, pour vous situer l'ambiance, je vais vous faire part de la réflexion que m'a fait mon supérieur immédiat, le lieutenant-colonel Jacques Ruel, on avait été formé dans la même école, ça créait des liens d'amitié. Et quand je suis descendu du tarmac, là, par l'échelle qui descendait du Boeing 707, 747 plutôt, il m'a dit, tu verras ici, c'est le paradis. Et effectivement, c'est un paradis, et c'est rapidement devenu un enfer, pas forcément pour nous, les Français. On a toujours vécu dans ce pays dans des conditions très privilégiées, sauf mes camarades Didot, Meyer et Gilles Didot, bien entendu, mais c'est un paradis qui est rapidement devenu un enfer pour l'ensemble de la population. Alors, quand certains disent que le président Habyarimana savait ou avait été prévenu qu'il y aurait une invasion, qu'il y aurait en tout cas des problèmes avant son voyage à New York pour le sommet de l'enfance, c'est quand même étonnant que les services de la gendarmerie française sur place n'aient pas eu vent de cette information. C'est très étrange. Alors, ils avaient peut-être eu vent de cette information, mais compte tenu de mes fonctions initiales, qui étaient de faire la police judiciaire au sein de la gendarmerie, ils ne m'en ont pas prévenu dans les jours qui ont suivi mon arrivée. J'avais observé pourtant que la visite du pape, qui avait eu lieu quelques jours auparavant, m'avait alerté un petit peu, puisque le pape Jean-Paul II avait commencé son discours que vous connaissez du côté sur la route de l'aéroport, un petit peu plus loin là-bas. Il avait dit le Rwanda, pays des 1000 collines, pays des 1000 problèmes. Alors, j'avais commencé à m'informer un petit peu sur les 1000 problèmes, mais bon, apparemment, le problème des réfugiés était pris en compte par le HCR. Les négociations étaient en cours entre l'Ouganda et le Rwanda. Je n'avais pas été plus loin dans mes investigations. D'accord. Et donc, la guerre commence. La guerre Personnellement, commence. vous n'avez pas été impliqué dans
dans les enquêtes qui ont pu suivre, dans le suivi quotidien de cette guerre, non? Alors, le principal, si j'ai impliqué, j'ai suivi le quotidien de cette guerre dans mes fonctions nouvelles, si vous voulez, auprès de l'attaché de défense, puisque on rédigeait un CITREP, un compte-rendu de situation quotidien, voire ou tri-quotidien, en fonction des besoins. Le collègue Gallier m'a fait l'amitié de me rappeler récemment combien j'avais participé à la rédaction de certains comptes rendus, de certains télégrammes diplomatiques dans lesquels on alertait sur les possibilités de massacres, voire même de génocide. Je crois que le mot génocide a été utilisé par l'ambassade de France dès le 15 octobre 90. Et donc, nous recevions beaucoup de monde qui venait nous voir à l'ambassade. Nous avions des contacts nous-mêmes avec la population civile, ou Tutsi, puisque le problème se posait apparemment en ces termes, qui venaient nous dire que ça allait mal finir. À partir de l'attaque du 1er octobre, on revenait aux errements des années 60, après cette longue période de trêve qu'avait été la Deuxième République, de 73 à 90, où il ne s'était pas pratiquement rien passé, et où les Tutsis vivaient en paix au Rwanda sans difficulté aucune. Et donc, on était très alertés là-dessus. Mais je n'avais pas la possibilité de travailler au sein de la gendarmerie, d'abord parce que le colonel Galigny avait besoin de moi, puis ensuite, le colonel Roiga Filita, qui commandait la gendarmerie, qui était chef d'état-major adjoint, puisque le chef d'état-major en titre était le président de la République, mais qui était le patron sur le terrain de la gendarmerie, Roiga Filita considérait que le rôle de gendarmerie, dès lors que le pays était attaqué, était de fournir des troupes à l'armée. Et donc, la quasi-totalité des unités de gendarmerie avaient été transformées en bataillons de marche, étaient partis dans le Mutara ou dans la chaîne des Virunga pour faire face à l'agression venue d'Ouganda. Donc, il n'était pas du tout question de faire de la police judiciaire, et tout ce que j'aurais pu proposer au colonel Roiga Filita à cette époque n'aurait servi à rien. Alors, je me suis contenté, en dehors de mes fonctions nouvelles auprès de l'attaché de défense, de faire avec le chef du détachement gendarmerie un audit de la gendarmerie, faire le tour de toutes les unités de gendarmerie dans les périodes de calme, c'est-à-dire après le mois de novembre 90, quand tout est revenu un petit peu au calme. Je fais le tour de toutes les unités, faire un audit pour voir quels étaient les besoins de la gendarmerie en organisation, en matériel, en formation, voir ce qu'on pouvait faire pour aider cette arme à faire face aux problèmes nouveaux qui se posaient au Rwanda. Et la phase proprement judiciaire, de police judiciaire, ça commence quand? Elle commence à quelle période exactement et quel a été votre rôle, mon colonel? Oui, ça n'a pu commencer qu'en 92, après le départ du colonel Roga Filita, qui avait mis à la retraite, et l'arrivée du colonel Dindilimana, et avec surtout la mise en place du gouvernement multipartite, qui est de Dismas Nsengéré. Alors ça a commencé effectivement après l'affaire de Bugesera, qui est extrêmement importante pour moi, puisque dans le Bugesera, j'ai pu constater la vacuité des forces armées rwandaises face aux troubles qui étaient installés dans cette région. L'armée ne bougeait pas, la gendarmerie non plus, alors qu'il se passait des choses quand même extrêmement graves. Et ça m'a amené à proposer un plan, à proposer au général Varey, qui est venu en inspection en avril ou mai 92, si mes souvenirs sont bons. Lui a proposé un plan de remise à niveau de la gendarmerie, qu'il n'était possible que c'est à partir du moment où on admettait que la gendarmerie avait autre chose à faire à l'intérieur du pays que de se battre à la frontière contre les gens qui venaient d'Ouganda. Parce que les problèmes au cours des années 91, avaient cru de manière considérable. Il y avait non seulement les problèmes du Bugesera, qui étaient relativement nouveaux, tout au moins pour la période considérée, mais il y avait aussi la délinquance qui croissait de manière exponentielle avec les déserteurs de l'armée, les gens infiltrés, etc. Et il y avait la création des milices qui posait également des problèmes, tout au moins peut-être pas encore fin 91, mais à terme, il était évident que ça allait en poser. Donc il fallait qu'il y ait une force
qui soit en mesure de faire face aux milices, à la délinquance, etc., à l'intérieur du pays. Et ce n'était pas le cas de la gendarmerie de Roga Filita, qui, je le répète, était consacrée à autre chose. Et donc, en fait, vous proposez que les gendarmes arrêtent d'être portés au front pour aider l'armée, peut-être Oui. en échange en augmentant les effectifs de l'armée, mais qu'elle se concentre, cette gendarmerie, au problème d'ordre intérieur, de sécurité intérieure. Voilà, donc elles reviennent à ces missions traditionnelles qui sont le maintien de l'ordre face aux manifestations organisées par les milices, face aux désordres qui peuvent découler des troubles interethniques qui sont là. Donc on avait besoin d'unités de gendarmerie mobiles, j'allais dire, suffisamment cohérentes et solides pour faire face aux troubles intérieurs. Et on avait besoin surtout d'unités de police judiciaire, de gendarmes dans les brigades, pour faire face à la délinquance ordinaire. Est-ce que vos propositions ont été prises en compte, ont été acceptées et comment cela s'est déroulé dans la suite? Alors, ça a été pris en compte, oui, ça a été pris en compte d'abord par le général Varret, puisque je proposais un certain nombre de choses, de renforts en personnel, de renforts en matériel, bien entendu. Il fallait beaucoup d'instructeurs pour, d'une part, reconditionner des bataillons de marche qui avaient passé 18 mois dans les volcans, dans les conditions que vous imaginez, face à un ennemi qu'ils avaient pour mission de détruire, et transformer ces bataillons en unités de gendarmerie de maintien de l'ordre à l'intérieur du pays qui n'avaient pas pour mission de détruire l'ennemi, mais de le ramener à la raison. C'est complètement différent comme philosophie. Et puis, il y avait besoin d'instructeurs pour former des gens en police judiciaire, puisque la police judiciaire était dans un état de balbutiement, j'allais dire, en 1992. Et donc, ceci a été accepté par le général Varret, qui a accepté tous les moyens qu'on lui a demandé. Et c'est le général Varret lui-même qui, le lendemain de ma présentation, est allé voir le colonel Dindimana, et tous les deux ont décidé qu'effectivement, ce plan devait être accepté, devait être mis en œuvre. Et à partir de là, effectivement, on a pu mettre en œuvre beaucoup de choses, remettre à niveau la gendarmerie en police judiciaire, en maintien de l'ordre d'abord, mais ça, ce n'était pas seulement mon domaine, puisque le maintien de l'ordre, j'en avais plus fait depuis l'époque où j'étais lieutenant, donc on a fait venir du personnel qualifié de France pour faire ça. Et j'étais assez fier de voir qu'au cours des années 92-93, malgré les très nombreuses manifestations qu'il y a pu y avoir à Kigali ou ailleurs, contre ceci ou contre cela, que ce soit contre le président Habyarimana ou contre la guerre, ces manifestations n'ont jamais dégénéré. Et jamais, dans ce pays africain quand même, où il est quand même relativement fréquent de tirer dans le tas, jamais les forces que nous avons instruites n'ont ouvert le feu sur les manifestants. C'était déjà une fierté pour nous. Et moi, dans le domaine de la police judiciaire, j'étais relativement satisfait d'avoir pu transformer, mais de manière radicale, ce qu'on appelle fichier central, et d'en avoir fait une unité de police judiciaire qui fonctionnait, j'allais dire, normalement, dans un premier temps. Mon colonel, tout à l'heure, vous avez mentionné le nom d'un général, le général Varret. Les auditeurs de La Voix des Grands Lacs vont se demander s'il s'agit du même général qu'ils ont vu assis à côté du général Paul Kagame lors de sa visite à Paris. Est-ce qu'il s'agit bien de celui-là? Et surtout, vous avez parlé du général Varret avec le général Ndindilimana. Quand est-ce qu'il a travaillé avec le général, plutôt le colonel Ouaga Filita? Parce que dans son témoignage qui est passé dans le journal Iguié, sur les télévisions rwandaises, il a déclaré que le colonel Ouaga Filita voulait en finir avec les Tutsis. Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il aurait pu, le colonel Ouaga Filita, prononcer ce genre de paroles? C'est en passant, on n'entre pas dans le but, parce qu'on en reviendra peut-être à ce sujet après dans nos émissions. Mais est-ce que vous avez eu vent de ce genre de déclaration au moment où le général Varret était avec vous à Kigali? Alors, vous soulevez, en dehors du point précis sur lequel je vais revenir et répondre directement à votre question, vous soulevez un point important du dossier rwandais, c'est que les gens traitent rarement ce dossier de manière chronologique. Or, la chronologie est extrêmement importante. Le général Varret est venu plusieurs fois à Kigali. Il est venu la première fois de mémoire en décembre 90. Et à ce moment-là, bien entendu,
il a rencontré, entre autres, le colonel Roga Filita, qui était en poste comme chef d'état-major adjoint. Et quand il est revenu en 92, il me semble que ce n'est plus Roga Filita qu'il a rencontré, mais c'est Dindi Mana. Il oublie de préciser ça. Et il fait semblant, semble-t-il, ou alors il a oublié, que le général Roga Filita a été mis à la retraite en 92, comme il se devait précisément, parce qu'il avait atteint l'âge limite, semble-t-il. Mais il demandait à être prolongé, si mes souvenirs sont bons. Et un certain nombre de gens s'y sont opposés pour des raisons qui peuvent s'apparenter à la phrase que le général Varey lui attribue. Je n'étais pas en présence avec je n'assistais pas, ma position hiérarchique ne me faisait pas assister aux entretiens entre le général Varey, le colonel Roga Filita, non plus qu'avec le colonel Dini Mala. Je n'y étais pas, donc je ne peux pas dire qu'il l'a prononcé ou pas. Je dis que ce n'était pas impossible qu'il l'ait prononcé, compte tenu de son engagement contre l'invasion que venait de Ouganda, contre les Tutsis et contre son engagement total pour la guerre, en oubliant complètement les missions élémentaires de la gendarmerie. Écoutez, on y reviendra peut-être plus tard lorsque nous parlerons, si vous le voulez bien, peut-être pas aujourd'hui nécessairement, mais lorsque nous parlerons du rapport Duclerc et tout ce qui va avec. C'était une petite parenthèse. On va poursuivre avec la mission judiciaire dont vous étiez chargé. Est-ce qu'on peut savoir sur quel dossier vous avez travaillé? Aujourd'hui, encore une fois, je ne souhaite pas qu'on entre dans les détails, mais au moins que les gens soient prévenus sur quel dossier avez-vous travaillé, si ce n'est pas un secret d'État, mon colonel. Il n'y a pas de secret d'État. Je n'ai pas de devoir de réserve, je n'ai rien à cacher. Il n'y a pas de secret. Donc, je vous l'ai dit, j'étais à l'initiative de cette demande de formation et de réforme du fichier central. Je rappelle que je n'étais qu'un conseiller auprès de l'état-major. Je n'étais pas le patron du fichier central. Alors, le fichier central, pour préciser les choses, c'est le service qu'au Rwanda, on appelait criminologie? Voilà, alors on a donné, j'ai entendu tous les noms. Il y avait au Rwanda un seul service national de police judiciaire, qui est un service de gendarmerie, qui s'appelait le fichier central avant qu'on le réforme, qui est devenu le centre de recherche criminelle et de documentation après qu'on l'ait réformé, et que tout le monde appelle par ailleurs la criminologie dans un esprit de simplification. Je précise que ce service de police judiciaire de gendarmerie n'a rien à voir, parce qu'il est souvent assez confondu, avec le service central des renseignements qui était dirigé par Augustin Douayezou. Pardon? Augustin Douayezou. Non, pas lui. Après 92, c'est un autre, le président du Sénat actuel du Rwanda. Ah, d'accord. Augustin, oui, je vois de qui. Lamourimier. Donc, c'était deux unités, deux services complètement différents. Le service central de renseignement qui était à la disposition du président de la République avant 92 et du Premier ministre après 92 était un service de renseignements généraux, de renseignements politiques essentiellement. Alors que le Centre de recherche criminelle de documentation, la gendarmerie, est un service exclusivement de police judiciaire. Et je précise en passant qu'un certain Sébi Kongwa, dont on a beaucoup parlé, n'a jamais travaillé au fichier central de la gendarmerie. Il travaillait pour le service central de renseignement de Yamourimier. Je n'ai jamais rencontré Sébi Kongwa au Rwanda, ni ailleurs d'ailleurs, sauf peut-être dans la cour d'assises par la suite. Voilà, donc nous, il s'agissait de réformer ce qu'on appelait le fichier central, qui avait une réputation épouvantable à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On parlait de torture, d'assassinat. Bon, il n'y a jamais eu personne d'assassiné à ma connaissance. Aucun nom ne peut être produit de personne qui aurait été assassinée au fichier central, mais c'était la rumeur. Et au Rwanda, vous le savez mieux que moi, beaucoup de choses fonctionnent par la rumeur, beaucoup plus que par la preuve. Vous savez, moi-même, j'utilise le terme criminologie exprès parce que le bâtiment, pour tous les gens de Kigali, lorsqu'on passait à côté, on disait c'est la criminologie. C'était en face de la… C'était comme ça. Même en Kinyarwanda, on appelait ça criminologie. Oui, donc c'est vous dire. Oui.
Tout à fait, mais bon, c'est normal que pour le peuple, on utilise des formules, pour les gens qui ne sont pas professionnels dans le métier, des formules, on trouve ça partout ailleurs. Et donc, le fichier central avait une réputation tellement épouvantable que j'ai proposé, j'allais assez loin dans le conseil, c'était quasiment de l'ingérence, puisque j'ai proposé au colonel Dinimana et au gouvernement qui venait de se mettre en place de changer la totalité du personnel. L'officier qui commandait, comme les officiers de police judiciaire, et de désigner comme officiers de police judiciaire des jeunes gendarmes qui sortaient de l'école de gendarmerie de Rouen-Guéry, de façon à ce que ceux-ci ne soient pas pollués par de mauvaises habitudes et qu'on reparte vraiment de zéro. Et pour la formation spécifique de police judiciaire, qui venait tout de suite après l'école de gendarmerie, j'ai demandé au général Varret de nous envoyer 4 officiers de police judiciaire confirmés français qui seraient les instructeurs de ces jeunes gendarmes rwandais. Et donc, ce service a fonctionné à partir du mois de juin ou juillet 92. Les 4 instructeurs sont venus d'abord pour une mission de 6 mois, qui, on le verra par la suite, a été prolongée de nouveau 6 mois, ce qui fait que le centre de recherche criminelle de documentation a été encadré et instruit par des gendarmes français de juillet 92 à juillet 93, en quelque sorte, quasiment en continu. Sauf, voilà. On a proposé la désignation pour commander de manière très symbolique. C'était un symbole, c'était un signal très fort dans le cadre du changement de comportement qu'on donnait. On a proposé que ce soit le major Mouilleroy qui prenne la tête de ce centre. Major Mouilleroy qui s'était distingué, me disait-on, quelques mois ou quelques années auparavant, à Boutaré, en refusant d'ouvrir le feu sur une manifestation d'étudiants, qu'il avait été durement sanctionné parce qu'il avait refusé d'ouvrir le feu. Et nous, en désignant le gendarme Mouilleroy, nous avons voulu, en proposant la désignation du gendarme Mouilleroy, nous voulions donner le symbole très fort, le signal très fort que la gendarmerie n'est pas là pour ouvrir le feu sur la population, et en particulier, etc. Donc on a mis cet officier de grande qualité à la tête du centre de recherche criminelle de documentation, et il y a un excellent travail qui a été fait, à tel point d'ailleurs que le major Mouilleroy en a payé le prix puisqu'il a été empoisonné et il est mort en Belgique en décembre 92 ou janvier 93. Enfin, il a quitté le Rwanda en décembre 92. Parce que, j'en porte un petit peu la responsabilité, j'avais proposé que les séances d'application sur le terrain des enquêtes judiciaires soient faites, soient orientées vers les principaux problèmes du moment du Rwanda, qui étaient bien évidemment des problèmes politiques, qui étaient d'une part la campagne d'attentats meurtriers qui avait été déclenchée dans le Rwanda depuis la fin 91, qui ensanglantait le Rwanda, la capitale elle-même, mais aussi en province. Et tout le monde attribuait cette campagne d'attentats à une manifestation du président de la République. C'était là encore la rumeur. Et il me paraissait nécessaire d'apporter la preuve de ces accusations ou d'affirmer ces accusations. Parce qu'on comprend bien que si la présidence de la République rwandaise organisait des attentats sans nous le dire, ça remettait considérablement en cause la coopération française et que la France avait besoin d'en être informée. Et en revanche, si c'était l'adversaire si c'était le FPR qui organisait ces attentats, c'était aussi un enseignement extrêmement intéressant. On avait besoin de le savoir. Et puis en plus, c'était extrêmement instructif pour les élèves gendarmes d'avoir à travailler sur une scène de crime avec des indices résiduels, des morceaux d'explosifs explosés ou des explosifs complets non explosés, etc. Remonter la traçabilité de ces explosifs, c'est un cas concret extrêmement intéressant en termes d'instruction. Donc double utilité, politique et pratique et technique. Deuxième cas sur lequel j'avais orienté les enquêtes, suggérées c'était les crimes commis par le FPR et la position du FPR en zone non occupée. C'est un autre cas extrêmement intéressant de manière pratique, puisque là, on n'avait pas accès, bien évidemment, à la scène du crime, puisque ça se passait en zone tenue par le FPR, et il fallait travailler sur le croisement des témoignages qui étaient apportés par les réfugiés dans les différents camps qui entouraient la ville de Kigali. Et le troisième cas qui était extrêmement intéressant aussi, peut-être encore plus pour nous en termes de renseignement, c'était
de vérifier les déclarations d'un témoin unique, testus unus, comme on dit en latin, qui accusait le président de la République, tout simplement, et son entourage, d'avoir organisé des réunions de préparation du génocide et de destruction des Tutsis. Alors ça aussi, on avait besoin de le savoir. Et c'était utile pour tout le monde de le savoir. Donc, il s'agit du fameux Jean Africain, à qui j'ai demandé au meilleur enquêteur de l'équipe qui est arrivée de France. Je ne l'ai pas fait moi-même pour éviter que ça soit commenté de manière diverse. J'ai demandé au meilleur des enquêteurs qui m'avait été envoyé de France par le général Varret, qui était le major Corrière, qui était un type tout à fait remarquable, qui malheureusement est décédé depuis les maladies. Et je lui ai dit, voilà, vous allez prendre Jean-Guy Africain entre quatre yeux, vous mettez en garde à vue dans les conditions réglementaires et légales, et je souhaite que vous me disiez à la sortie de cette affaire s'il dit vrai ou s'il dit faux. On a besoin de le savoir. Et Corrière a donc préparé son affaire soigneusement. Et puis quand il a été prêt, il a été chercher Jean-Guy Africain en prison, à grande colère de l'équipe de Yamou Rémier, puisqu'il y a un renseignement qui figure dans tous les dossiers où Yamou Rémier se plaint que les gendarmes français lui ont dérobé Jean-Guy Africain pour l'entendre et qu'il n'a pas pu les entendre le jour où il voulait. Mais nous avons entendu Jean-Guy Africain et nous avons eu la certitude que ce qu'il nous racontait étaient des mensonges, qu'il n'avait jamais été présent aux réunions auxquelles il disait avoir assisté, pour autant que ces réunions n'aient jamais assisté. En tout cas, lui, il n'y était pas. Donc, ce qu'il racontait, c'était des falaises. Voilà les trois axes essentiels sur lesquels j'avais demandé à orienter le travail des enquêteurs: la campagne d'attentat, les crimes commis par le FPR dans le Nord, dans la zone occupée, bien entendu, et puis le Janvier africain. Vous avez tout à l'heure mentionné là aussi un nom, celui de M. Yamou Rémier, Augustin, qui était effectivement le chef des renseignements, d'ailleurs à l'époque, qui était, si mes souvenirs sont bons, qui dépendait de la primature. Parce qu'à l'époque, avant Yamou Rémier, les services de renseignement dépendaient de la présidence. Tout à fait. Et lorsque le nouveau gouvernement consécutif au multipartisme a été mis en place, ce service, je pense, a été mis sous la direction du Premier ministre. Absolument. Alors, on n'oublie pas, il ne faut pas que nos auditeurs oublient qu'en même temps que pendant cette période se déroulait la guerre à la frontière avec l'Ouganda, ou alors en tout cas la guerre contre le FPR. Sur ce fond, est-ce que vos enquêtes ont été orientées en tenant compte de la situation de guerre? Et surtout, la question que je me pose, c'est quelles sont vos relations en tant que coopérant français avec le gouvernement rwandais issu du multipartisme, c'est-à-dire le gouvernement qui contenait aussi des membres appartenant à l'opposition au président Habyarimana? Est-ce que vous avez eu des relations cordiales de coopération? Est-ce qu'il y avait de soucis particuliers? Et est-ce que votre action dépendait aussi de la situation de l'opération Nord-Roi, où il n'y avait aucune relation du tout? Alors, il y a trois questions dans votre question. Rapidement, je vais parler de l'opération Nord-Roi. Non, les actions de coopération que j'ai pu faire auprès de la gendarmerie rwandaise n'avaient strictement rien à voir avec l'opération Nord-Roi par elle-même. Bon, j'étais au courant de ce que faisait Nord-Roi parce que dans le cadre de mes actions, ma mission auprès de l'attaché de défense, mais j'en étais informé en plus, il n'y avait aucune corrélation entre Nord-Roi et la coopération judiciaire en particulier. En ce qui concerne nos relations avec le gouvernement Nsene-Jérémie, puisque c'est de lui qu'il s'agit, elles étaient excellentes. Les ministres de Nsene-Jérémie avaient une confiance totale dans la coopération française. J'en ai parlé un petit peu dans mon blog Mediapart lorsque j'ai rendu hommage au colonel Cussac qui nous a quittés au début de l'année. Les ministres, mais la population en général rwandaise parlait aux officiers français en toute liberté, qu'ils soient Hutus ou Tutsis. On entendait à peu près tout.
on entendait, les Tutsis nous disaient, mais ils vont nous tuer comme ils l'ont fait en 1966, vivement que le FPR ait pris le pouvoir au Rwanda, enfin les Tutsis, certains Tutsis, bien entendu. À l'inverse, d'autres ne disaient rien, mais nos camarades rwandais laissaient quelquefois échapper un mot en disant tant qu'il y aura un Tutsi vivant, on ne sera jamais tranquille. Donc, nous avions, des deux côtés, nous avions la totalité confiance de la population. Hein. C'était assez étonnant, mais on faisait assez facilement la synthèse de tout ça. Enfin, la synthèse, c'est difficile à faire, tant les positions étaient tranchées, mais les uns et les autres nous parlaient volontiers. Et donc, du gouvernement d'Ismaël Semseljarian nous donnait absolument carte blanche, en quelque sorte. Je vais vous citer une anecdote encore. Sur les attentats eux-mêmes, ils étaient tellement contents qu'on s'en occupe que le procureur de la République de l'époque, à Kigali, m'a délivré une commission rogatoire à mon nom. Comme si moi, colonel français, à l'époque j'étais passé lieutenant-colonel, colonel français, je pouvais faire une enquête au sein de son territoire rwandais. Alors je lui ai dit non, cher ami, je suis très flatté, mais je ne peux pas, moi, exécuter cette enquête. C'est au major Mouirois et aux officiers de police judiciaire rwandais d'effectuer cette enquête. Bien entendu, nous les aiderons avec toutes nos capacités d'investigation et tout de savoir, mais nous ne sommes pas responsables de cette enquête. C'est à eux de la faire. Et de toute façon, vous n'étiez pas sous les ordres du procureur rwandais. Non, non, parce que j'étais conseiller technique, moi je n'avais aucune qualité en tant qu'officier de police judiciaire. Je n'étais qu'un conseiller des officiers de police judiciaire. Je n'avais pas de pouvoir d'investigation. Vous savez, quand on lit tout ce que Kigali raconte sur vous, parfois on se dit, mais c'était l'homme le plus puissant du Rwanda, après le président. Donc c'est souvent ça aussi, parce qu'on ne tient pas compte de la chronologie et de la réalité des fonctions ou des tâches qu'exerçaient les uns et les autres dans ce moment-là. Bien entendu, on avait bien compris que le terrain rwandais était extrêmement difficile à appréhender dans un premier temps, très compliqué pour un Muzungu. Et donc, il fallait travailler pour essayer de comprendre et puis surtout éviter de s'impliquer bien au-delà de nos responsabilités. Donc, j'ai essayé de m'en tenir à mes missions de conseiller qui m'amenaient quelquefois à conseiller des camarades et à prendre des initiatives, mais jamais, je pense, jamais outrepasser mes fonctions. Mon colonel, est-ce que pendant votre séjour et au cours de vos fonctions au Rwanda, il vous est arrivé de rencontrer le président Habyarimana et dans quelles circonstances? Quelle était votre impression sur ce personnage que beaucoup craignaient alors qu'il n'était pas, a priori, que ce n'était pas l'homme le plus sévère qu'on ait connu? Est-ce que vous l'avez rencontré? Dans quelles circonstances, mon colonel? Alors, je l'ai rencontré à l'occasion de certaines manifestations, bien sûr. Je l'ai rencontré plus fréquemment le dimanche à la messe à Saint-Michel, puisqu'il allait régulièrement à la messe à Saint-Michel. J'y allais aussi avec ma famille, donc on le voyait, à défaut d'échanger quelques mots, on se saluait quand même. Hein, je le saluais à la sortie ou quelque chose comme ça. Et il m'a reçu qu'une seule fois chez lui, à Kanombe, en mars ou avril 93, je pense. C'était après la deuxième affaire de Rwangeri. Et il avait saisi pour prétexte de remercier les Français qui avaient participé à la récupération des expatriés de Rwangeri, etc. Et bon, on était un petit peu surpris, donc on n'était pas très nombreux. Hein. On était quatre Français, pardon, l'ambassadeur, bien entendu, parce que jamais le général Habyarimana, le président Habyarimana, n'aurait court-circuité la hiérarchie, il est trop respectueux des hommes et des choses. Et donc, voulant s'adresser à l'un d'entre nous, il avait fait venir tous les supérieurs hiérarchiques de l'homme en question. Donc, il y avait l'ambassadeur de France, l'attaché de défense. Il y avait le colonel Morin qui avait conseillé les troupes pour l'affaire de Rwangeri, et puis il y avait moi. J'étais monté à Rwangeri pour aider un petit peu le détachement norrois. C'était dans le cadre de mes fonctions auprès de l'attaché de défense pour guider un petit peu le détachement norrois pour récupérer les différents Français qui habitaient dans la ville, et les autres Français et étrangers. Et donc, nous avons été reçus très aimablement dans sa villa de Kanombe, en famille, puisque les épouses étaient là.
Très simplement, on avait l'impression d'être reçu chez un officier, un général français en France, dans une ville de garnison, hein. C'était les jeunes filles de la famille qui faisaient le service, très aimablement, etc. Et puis, à un moment donné, Madame Abiyarimana a pris les épouses et leur a dit: je vais vous faire visiter la maison, comme ça se fait dans toute commune de France, si vous voulez, dans 2 ans de réception. Et on a compris que là, le président avait quelque chose à nous dire. Et le président Abiyarimana était extrêmement touché, blessé même, par les accusations qui étaient portées contre lui et par les dires de Jean-Louis Africain. Et j'ai compris à ce moment-là que le but de cette soirée, un petit peu étonnante, était qu'il voulait savoir ce que les enquêteurs français pensaient des affirmations de Jean-Louis Africain. Voilà le cas très particulier où j'ai rencontré en tête-à-tête le général. Oui, j'appelle le général parce que le colonel Galinier l'a expliqué par ailleurs. Nous avons mis au point avec lui, le colonel Galinier a mis au point, puis on a continué par la suite, parce que c'est une bonne chose, de nous adresser au président Abiyarimana, tantôt en l'appelant Monsieur le Président, tantôt en l'appelant mon général. C'était un code qu'on avait mis en place entre nous. On l'appelait Monsieur le Président lorsque nous étions dans le cadre des relations diplomatiques habituelles, des paroles convenues, voilà. Et quand on avait quelque chose d'un peu particulier, important à lui dire, on l'appelait mon général. Là, il savait qu'on parlait entre officiers, et ça nous donnait la possibilité de parler librement comme on le fait entre officiers, et en off en quelque sorte. Eh bien, j'ai eu à observer ça à Paris. C'était un peu le même. Parfois, je me disais, c'est un jeu entre officiers, parce que devant le président Mitterrand, bien sûr, le général Queneau et les autres lui parlaient en termes de Monsieur le Président, etc. Mais je me rappelle une fois, on était chez les conseillers militaires, justement, de l'Élysée. C'était mon général, voilà. J'ai senti une différence d'approche en ce moment-là. D'abord, lui-même était plus à l'aise que devant le président Mitterrand. Et eux aussi étaient plus à l'aise parce que c'était entre généraux. Voilà. Moi, j'étais le seul civil présent et j'ai senti la différence. J'ai senti qu'il y avait une convenance entre officiers supérieurs. Voilà. Et ils aimaient ça. Et le président Abiyarimana aimait ça effectivement aussi. Oui, ça implique une certaine franchise, tout à fait respectueuse, mais dans l'armée, quand on a quelque chose à dire à un supérieur, moi, toute ma carrière, j'ai toujours tout dit ce que j'avais à dire à mes officiers supérieurs. Il suffit de mettre une certaine forme pour que les choses passent convenablement, bien sûr. Donc, avec le président Abiyarimana, il en a de la même. Tantôt, on était dans un langage diplomatique convenu sans intérêt, si vous voulez. Tantôt, on parlait de choses importantes et là, on engageait notre parole d'officier en l'appelant par ce nom. Alors voilà, donc là, on est en 93, 92, 93. Et puis, vous vous êtes resté jusqu'à la fin, jusqu'après l'assassinat du président Abiyarimana. Non. Je suis le séjour dans coopération d'un officier, un séjour normal est de 2 ans, éventuellement avec une prolongation d'1 an. Donc, j'étais arrivé en septembre 90. Ma limite de banc était en septembre 93. Et puis, bon, j'aurais peut-être pu, je ne sais pas si les autorités rwandaises en auraient été d'accord, mais j'aurais pu demander éventuellement une prolongation compte tenu des circonstances. Je suis sûr que l'attaché de défense, lui, aurait pas été contre le fait que je reste, mais je n'avais pas envie de rester davantage. Mais à la signature des accords d'Arusha, vous étiez encore au Rwanda. À la signature, enfin, j'étais à Arusha même, puisque en juillet 93, on m'a demandé d'aller à Arusha pour essayer de défendre la gendarmerie face aux anglo-saxons qui voulaient la dissoudre. Et je suis rentré quelques jours avant la signature, fin juillet, quelques jours avant les accords d'Arusha. Et je suis parti en septembre 93, un mois après les accords d'Arusha. Je n'ai pas souhaité y rester au Rwanda parce que j'avais compris que les accords d'Arusha étaient un marché de dupes, en quelque sorte. Marché de dupes, puisque, à mon sens, le seul intérêt des accords d'Arusha était pour le FPR d'avoir obtenu le départ des troupes françaises. La France était contente à sauter sur l'occasion de se désengager de ce dossier extrêmement difficile.
Je parle sous votre contrôle, puisque vous étiez encore plus au fait que moi de ce genre de choses. Et je savais pertinemment que les accords d'Arusha ne seraient pas appliqués, que le FPR déclencherait une nouvelle campagne d'attentats pour provoquer des troubles interethniques et pour justifier l'offensive finale qui l'amènerait au pouvoir. J'en ai discuté longuement avec les personnels de l'ambassade de France, avec l'attaché de défense, et puis j'ai dit non, je ne ferai pas une quatrième année, je m'en vais. Et j'ai été assez ému que lorsque le colonel le colonel Didi Mana a organisé un petit peu de départ à Kanombe la veille de mon départ et m'a dit d'une manière un petit peu dramatique, mon colonel, vous allez à Paris, vous allez voir les états-majors parisiens, dites-leur surtout qu'il ne faut pas que la France s'en aille. Il ne m'en a pas dit plus, mais il savait que j'avais compris et que je comprenais ce qu'il voulait dire. Le départ de la France, c'était une catastrophe pour le Rwanda. Et malheureusement, nous ne nous étions pas trompés. Malheureusement, pour nous et heureusement pour les autres, les troupes françaises sont parties le 15 décembre, c'est-à-dire en fait 3 mois après votre départ. Ils sont rentrés quasiment définitivement, hein, toutes d'ailleurs, il n'est resté qu'un groupe de coopérants, je pense, et conseillers de l'armée. Mais les troupes françaises, il faut que les gens le sachent aussi, sont parties fin 93. C'est peut-être à cela que faisait allusion le colonel Ndili-Mana à l'époque. Oui, c'est ça. Oui, quand il disait que les Français s'en aillent, il parlait de l'opération Noroît, bien évidemment. Puisque après décembre 93, on est revenu au schéma qui était celui d'avant octobre 90, hein, une quinzaine ou une vingtaine de conseillers techniques au sein de la gendarmerie ou au sein de l'armée qui sont restés jusqu'au 14 avril 94, c'est ça, hein. Et le dernier est parti le 14 avril 1994. Il était resté à 2, tout simplement parce qu'il souhaitait récupérer, il ne voulait pas rentrer sans avoir récupéré les corps de nos camarades qui avaient été massacrés. Voilà, les autres étaient partis quelques jours avant. Je ne vais pas vous demander ce que vous ressentiez lorsque vous avez pris votre avion à Kanombe, mais après 3 ans de séjour au Rwanda, certainement que vous étiez un peu, quand même, vous aviez des questionnements sur la situation que vous laissiez derrière et sur l'avenir même du Rwanda, je suppose. Même si vous n'aviez pas la science infuse hein, pour prévoir ce qui arriverait l'année suivante, mais vous étiez un peu inquiet en partant. J'étais inquiet en partant en septembre 90. Vous savez comment se passe un départ d'expatriés à Kigali à l'époque. Tout le monde vient à l'aéroport pour lui dire au revoir et on échange les congratulations de circonstances en disant mais je reviendrai l'année prochaine, ou etc. Je reviendrai en vacances, t'inquiète pas, bon, personne ne revient, ou très peu. C'est pas grave, ça fait partie des choses habituelles. Avec le personnel de maison, puisque là-bas on avait du personnel de maison, ils étaient venus à l'aéroport aussi, ils étaient Tutsis d'ailleurs en passant. Ils sont venus à l'aéroport, et je leur ai dit écoutez, j'espérais peut-être un jour revenir quelques années plus tard comme attaché de défense, si ça avait été possible. Et à ce moment-là, je prendrai contact avec vous si ça vous intéresse de venir avec moi. Il m'a dit oh, oui, le patron. Enfin voilà, bon. Et moi, je n'ai pas dit ça, on n'a pas dit je reviendrai, etc. Je disais à tout le monde, faites attention à vous, ça va péter. Et tout le monde comprenait parfaitement ce que je disais. Les gens de l'ambassade, mes camarades de la mission militaire, etc., comprenaient parfaitement. Je leur dis, faites attention à vous. Je me suis même permis, avant de partir, de donner quelques conseils à l'attaché de défense en lui disant, attention mon colonel, à mon avis, il faut faire attention à ceci, cela. Donc on n'était pas du tout tranquille. Et puis le jour où j'ai appris l'attentat contre l'avion, j'étais absolument dévasté, pour employer un terme. J'avais pensé à peu près tout. Je n'avais pas pensé qu'ils iraient jusque-là. J'avais pensé à une campagne d'attentats, comme on l'avait connu en 92. On fait péter des minibus en ville, des étals sur le supermarché, la poste, des choses comme ça. Je n'avais pas pensé qu'ils oseraient abattre l'avion d'Abiyarimana. Alors que d'autres, entre-temps, ceux qui étaient restés au Rwanda s'en méfiaient, bien entendu. On attendait un attentat contre l'avion d'Air France, mais pas contre Abiyarimana, parce que abattre, déchaîner les passions, à l'évidence. Et j'ai appris ça au petit matin, le 7.
où ma femme était restée chez nous ici à Nîmes, alors que moi j'étais en poste. Elle était revenue à Nîmes pour s'occuper des enfants, alors que moi j'étais en poste à Limoges, en Vienne. Et au petit matin, j'étais en train de me raser, le téléphone sonne, je reviens dans la chambre, il y avait un téléphone à la tête du lit, mais pas de portable à l'époque. Et c'était ma femme, elle dit, t'as entendu? Je dis, non, j'ai entendu quoi? Ils ont abattu l'avion. Quel avion? Ils ont abattu l'avion de Biarrimana est mort. Je suis tombé assis sur le lit et je lui ai dit, je m'en souviens, ils sont fous. Ils sont fous. Et puis ce jour-là, j'étais en inspection d'une unité subordonnée à moi, une compagnie que je devais inspecter. Je n'avais pas le temps d'écouter la radio. Et je suis revenu au centre opérationnel de la gendarmerie de la Haute-Vienne, et j'ai dit à l'adjudant qui dirigeait le centre, je lui ai dit, voilà, ils ont abattu l'avion à Biarrimana. Il va y avoir 200 000 morts au Rwanda et 100 000 morts au Burundi. C'est les chiffres que je vais donner. Je m'étais trompé pour le Burundi, mais j'ai largement sous-estimé pour. Et je vais donner pour mission de mettre quelqu'un à la radio, Radio France Internationale, de noter toutes les informations qui sont tirées pour que je puisse en prendre connaissance ce soir, puisque toute la journée, j'étais occupé par mes devoirs de commandant de la gendarmerie de la Haute-Vienne. C'est vous dire que tout le monde savait. Moi, je le savais. Bon, moi, je n'avais pas la science infuse, comme vous l'avez dit. Hein. Tous les Rwandais savaient qu'en abattant à Biarrimana, on allait déclencher l'apocalypse, suivant l'expression qui a été attribuée à certains depuis. C'était une évidence. Moi, je pensais qu'il y aurait eu 200 000 morts. Malheureusement, il y en a eu beaucoup plus. On en parlera plus tard. Parce on en parlera plus tard. Entre les chiffres annoncés par le régime de Paul Kagame et les vrais chiffres, il y a quand même une certaine marge. Vous avez tout à l'heure cité l'ethnie d'un des membres de votre personnel domestique. Avant de terminer cette première partie de mise en confiance et de connaissance réciproque, surtout pour permettre aux auditeurs de vous connaître, parce que certains, quand ils voient que vous faites des articles sur le Rwanda, ils se disent, mais de quoi ils se mêlent? La question ethnique au Rwanda, comment en êtes-vous arrivé à pouvoir distinguer le Hutu du Tutsi, du Mutwa? Est-ce que d'abord, vous n'avez jamais pu le faire? Et quelle est l'approche qui vous a amené à en arriver à distinguer entre les Hutus et les Tutsis? Alors, pour répondre à votre question, je n'ai jamais réussi à le faire. Je ne suis jamais sûr que moi. On n'a jamais dans le domaine qu'une chance sur deux de se tromper. Donc, mais j'avais fini par me tromper un petit peu moins en considérant non pas les caractéristiques physiologiques, pas la taille, mais l'attitude des Rwandais avec les Muzungu. Il m'avait semblé que ceux qui étaient catalogués Tutsis avaient davantage envie de se rapprocher des Muzungu, davantage envie de nous parler, davantage envie de nous convaincre, davantage envie d'échanger, tout simplement, et étaient en général d'un niveau d'instruction peut-être globalement supérieur, alors que ceux qui étaient considérés comme Hutus étaient beaucoup plus réservés. Ils me donnaient le sentiment d'avoir une espèce de complexe vis-à-vis du Tutsi comme du Muzungu, comme du blanc. Il était difficile de les faire parler, difficile d'obtenir leur confidence. Il était beaucoup plus facile d'obtenir qu'ils fassent quelque chose pour vous, si vous voulez. Et j'avais été frappé des premiers jours de la guerre en particulier, alors que j'étais auprès de l'attaché de défense, comme je l'ai expliqué, mais j'habitais dans le camp de Kakirou. Et dans le camp de Kakirou, dès les premiers jours de la guerre, avait été installé l'état-major de la gendarmerie, un état-major opérationnel, et tous les jours à 7 h du matin, si mes souvenirs sont bons, il y avait le lever des couleurs avec le rassemblement de tout l'état-major et toute la caserne de Kakirou. Et donc, j'allais à ce lever des couleurs, d'abord pour le faire connaître, puisque personne ne me connaissait, puis ensuite pour échanger avec les Rwandais, voir un peu ce qu'ils pensaient de la situation de la guerre. Et le premier jour, ça devait être le 3 ou le 4 au matin, octobre, il y avait 4 ou 5 officiers de Rwandais qui discutaient entre eux dans un coin, juste avant la cérémonie. J'arrivais un petit peu avant, précisément, pour avoir le temps de discuter.
Et je suis allé les voir, et ils étaient complètement catastrophés, complètement anéantis. Je n'ai pas senti, ça m'a énervé même, je n'ai pas senti de volonté de se battre. Ils m'ont dit, les Tutsis reviennent. Et alors? Il faut les arrêter, il faut se battre. Non, non, c'était une espèce de fatalisme, de soumission, a priori. Ça m'avait frappé. C'est après que j'ai construit un petit peu cette méthode d'investigation, entre guillemets, encore que je n'avais pas besoin de savoir qui était Hutu, qui était Tutsi dans le cadre du service. Mais bon, compte tenu de l'ambiance, ça transparaissait. C'est une question qui se posait en permanence, même si moi je m'en fichais un peu. J'ai considéré que finalement, la différence entre Hutu et Tutsi était essentiellement sociale. Les Hutus ayant tendance à occuper des postes de direction, sauf dans la fonction publique, bien entendu, mais en général dans la vie des postes de direction, et les Hutus étant des exécutants. Ce qui était le cas de mon personnel de maison. Mon personnel de maison, j'ai pris le personnel de maison que j'ai trouvé en arrivant, qui m'a été transmis par mon successeur. Je n'avais pas de raison d'en changer, ces gens-là n'avaient pas démérité. Et le principal boy, comme on l'appelait à l'époque, était un Tutsi, un Abega, du clan de Kagame d'ailleurs, et qui était un type tout à fait remarquable avec lequel je me suis entendu et qui m'a beaucoup appris de choses sur le Rwanda, qui était extrêmement important de l'entendre. En revanche, les autres personnels de maison, les Amous, etc., étaient des Hutus. Et quand je voulais donner une directive, je passais par le premier qui allait expliquer aux Hutus ce qu'il fallait faire. C'était assez schématique, assez caricatural, mais ça se passait comme ça. C'était caricatural, mon colonel, et vous savez, les écrits, les livres qui s'écrivent sur le Rwanda à propos des Hutus et des Tutsis, les schémas qu'on trace par rapport à la situation de l'époque sont aussi caricatureux quand on parle du Rwanda, des Hutus et des Tutsis en général. Et donc, un Français au Rwanda, un Belge ou un autre il ne peut pas échapper à ces schémas-là, hein, vous savez. Oui. C'est une question parfois vitale, voire existentielle. On ne va pas aborder cette question parce que même les Rwandais ne s'y retrouvent pas, donc je préfère vous épargner de parler des ethnies rwandaises. On a vu ce que ça a produit comme catastrophe. C'est aux Rwandais de les gérer. Mais tout de même, lorsque certains journaux rwandais ou certains conseillers du président Kagame disent que le colonel le Robardé faisait la chasse aux Tutsis, c'est des choses qu'on lit parfois, peut-être que vous ne les lisez pas vous, mais nous les lisons dans des articles de journaux considérés comme sérieux, proches de la présidence de la République rwandaise aujourd'hui. Oui, mais ça, on en parlera par la suite, j'imagine, il faudra placer ça dans le contexte du contentieux franco-rwandais. Exactement. Tout ce qui est opposant au président Kagame depuis 20 ans est considéré comme génocidaire, négationniste, et a donné la chasse aux Tutsis, alors que le président Kagame lui-même n'a pas hésité à utiliser les services de gens qui avaient vraiment donné la chasse aux Tutsis dans le passé. Il a été chercher le colonel Lizinde en prison en Rwandgeri en 1991, qui s'était illustré dans ce domaine, et il l'a utilisé pendant des années pour déstabiliser le Rwanda, alors que c'est un reproche qu'on ne peut pas me faire, puisque comme tous les Français qui étaient présents au Rwanda, je dirais que les amis que nous y avons eus étaient en majorité Tutsis. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le besoin qu'avait une certaine partie de la population de se rapprocher des Muzungus, etc., a fait que nous avons rencontré et côtoyé et que nous entendions assez bien avec beaucoup de gens qui étaient catalogués Tutsis. Mais ça n'avait aucun intérêt pour nous, la chasse aux Tutsis, certainement pas. J'en ai sauvé beaucoup plus que j'en ai chassé, et j'en ai chassé aucun d'ailleurs. Vous permettez, mon colonel, je vais servir d'interprète pour ceux qui ne connaissent pas la langue rwandaise ou le swahili, qui n'ont jamais vécu au Rwanda. Quand vous dites Muzungu ou Bazungu, ça veut dire les Blancs. Un Blanc, c'est un Muzungu, et au pluriel, c'est Bazungu. Donc, que nos téléspectateurs, nos auditeurs sachent de quoi vous parlez. Chaque fois que vous avez dit Muzungu,
Vous voulez dire blancs, les Oui, blancs, les Européens, quoi, les Européens en général. oui. Voilà, c'est fait. Nous allons peut-être en finir là, terminer aujourd'hui la première partie de nos entretiens parce que nous en aurons plusieurs. Les gens ont besoin de savoir, de connaître mieux la situation qui prévalait à l'époque de votre présence au Rwanda et surtout, bien sûr, entrer précisément dans la question des relations franco-rwandaises. Est-ce que vous me permettez une petite phrase de conclusion? Oui, bien sûr, j'allais justement vous le demander, oui, mon colonel. Puisque vous parliez des accusations qui sont portées contre moi ou contre d'autres, peut-être plus contre moi parce que je suis un des rares à prendre la parole, à écrire, à dire des choses, je voudrais renvoyer nos interlocuteurs alors je n'ai pas les références en tête, je vous les donnerai la prochaine fois. Il y a une thèse tout à fait remarquable qui est sortie d'un doctorat en français qui a été fait par une Rwandaise et qui, au cours de cette thèse, donne la définition du terme Ubwenge. Alors, elle rappelle que Ubwenge, je parle sous votre contrôle pour si j'ai bien compris ce texte, c'est une façon de dialoguer, de débattre qu'utilisent les Rwandais et qui est basée essentiellement, pour faire court, sur le mensonge, mais qui fonctionne entre Rwandais parce que l'un et l'autre, des interlocuteurs, savent qu'ils sont en train de mentir. Alors que dans les accusations qui sont portées contre moi, les Rwandais utilisent le Ubwenge en sachant très bien que les gens qui entendent ces accusations ne connaissent pas le système et croient qu'ils prennent ça au premier degré, sans comprendre qu'ils sont en train de mentir. Donc voilà, je voulais préciser ça. Ces accusations qui sont portées contre moi sont absolument mensongères et je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, de me donner l'occasion d'en parler. Écoutez, je suis le premier à le savoir, mon colonel. Je vous connais depuis quand même un certain temps. Et je sais que vous êtes très, très, très loin, très éloigné des clichés que le gouvernement rwandais et ses suppôts, de ses services notamment, essayent de faire passer en ce qui vous concerne. Je le sais, les Rwandais le savent. L'Ubwenge est précisément, normalement, au premier degré, Ubwenge, ça veut dire intelligence. Sauf que ça a été transformé pour signifier ruse, subterfuge, mensonge. Et c'est les trois mots qui peuvent bien traduire le mot Ubwenge, qui malheureusement au départ était un mot noble. Quand on dit que quelqu'un a l'Ubwenge, ça veut dire que c'est une personne intelligente. Malheureusement, ça a été transformé. Permettez-moi de vous proposer une autre traduction. Je préférais le terme rouri. La rouille, c'est-à-dire l'art et la manière de rouler l'autre dans la farine. D'accord, d'accord. C'est un terme de vieux français qui est plus beaucoup utilisé aujourd'hui, mais la rouerie me paraît convenir tout à fait à Ubwenge. Alors, pour actualiser vos connaissances, mettre à jour vos connaissances sur Ubwenge, il y a un autre terme français, celui-là, ou franco-rwandais, qui vient de passer dans le dictionnaire Larousse. C'est le mot techniqué. Techniqué, oui, oui, tout à fait. Ça a été mis en valeur par Mme Louise Mshituabo, la secrétaire générale de l'OIF, c'est-à-dire de la patronne de la francophonie qui est rwandaise, qui était ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a tout fait, qui s'est battue pour faire passer ce mot techniqué dans le dictionnaire Larousse. Et ça a été accepté. Ça veut dire en fait mentir, transformer la réalité. Elle, lorsqu'elle a présenté ça à Larousse, elle n'a pas donné la vraie signification. Mais en réalité, chez les Rwandais, techniquer un événement, c'est-à-dire le transformer et le présenter sous son meilleur jour pour vous et sous le pire jour pour l'adversaire. C'est ça, techniquer. Si vous me permettez de vous donner deux exemples, il y a le dossier Mussio et le dossier Mutsinzi qui sont des parfaits exemples de cette technique de techniquage. C'est vraiment du techniquage à l'état pur. Les deux rapports, et on en parlera d'ailleurs aussi, parce que la vérité n'a pas de quartier au Rwanda, le Rwanda de Paul Kagame. Voilà. Donc, je vais vous remercier aujourd'hui. Je vais vous remercier. Je suppose que vous avez peut-être envie de dire encore quelque chose. Non, je pense qu'on a bien fait une excellente introduction. Je dirais simplement que j'aime beaucoup le titre du livre du général Delors.
qui parle à peu près de la même période et qui dit « L'espoir brisé ». C'est vrai que tout ce que nous avons essayé de faire pendant 3 ans au Rwanda, au moins jusqu'aux accords d'Arusha, c'était dans l'espoir de ramener ce pays à la paix et de pouvoir ramener la paix au peuple rwandais. Bon, ça a été brisé dans les conditions que vous savez. Une autre expression qui est intéressante, c'est celle de l'ambassadeur Swinen, qui l'a dit devant vous à plusieurs reprises, et qui se pose la question aujourd'hui de savoir dans quelle pièce avons-nous joué. J'aime bien ces deux expressions, ça résume un petit peu les 3 années que j'ai vécues au Rwanda, et les questions que je peux encore me poser aujourd'hui, puisque vous avez la bonté de dire que je suis un fin connaisseur du dossier rwandais, mais j'ai bien pris la mesure de tout ce que je ne sais pas et de tout ce qui me reste à apprendre. Personne ne saura jamais l'ensemble des éléments qui peuvent expliquer comme il faut la situation qui s'est déroulée au Rwanda en 1994, et même avant, quand vous étiez encore là. Personne ne peut prétendre tout savoir. En tout cas, à travers notre émission d'aujourd'hui, vous avez montré aux Rwandais et aux autres qui s'intéressent à la question rwandaise que vous étiez un des plus fins connaisseurs, en tout cas parmi les Français, je suppose. Je dirais même que par rapport à ce que vous connaissez et que vous pouvez raconter, le rapport du clerc n'a qu'un détail. Je vous remercie beaucoup et je remercie tous nos éditeurs et je leur dis à très bientôt, mon colonel. À très bientôt, monsieur l'ambassadeur. Merci. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?